concentration d'Auschwitz fut créé au début de la Seconde Guerre mondiale en 1940. Il fonctionna jusqu'en 1945 et fut le plus grand de tous les camps d'extermination nazis. Les premiers détenus d'Auschwitz furent polonais. À partir de 1941, le camp accueillit des ressortissants des différents pays occupés par l'Allemagne nazie. Une année plus tard, le camp de concentration d'Auschwitz fut transformé en un centre d'extermination destiné aux Juifs d'Europe. Arbeit macht frei, le travail rend libre, une devise cynique et intolérable pour les détenus. Dans le camp d'Auschwitz-Birkenau, le travail ne rendit libre personne. Les détenus n'étaient en vérité libérés qu'après leur mort. La majorité des personnes assassinées à Auschwitz périt dans les chambres à gaz. Les autres moururent dans les blocs de détention ou dans d'autres lieux encore. Ils étaient fusillés, tués au moyen d'une injection mortelle, condamnés à mourir de faim, enfermés ou torturés à mort. La mort, à Auschwitz, prit bien des aspects. Was es uns gelang, dem deutschen Volk eine neue Idee zu geben. Und dieses Volk, in diese Idee... Nous avons donné à la nation allemande une nouvelle raison d'être, déclara Hitler au moment de son accession au pouvoir en 1933. Cette raison d'être se résumait à l'assujettissement et à la destruction des autres nations. Cela en accord avec le programme développé par le Führer dans son livre Mein Kampf. Ehrliches deutsches Volk und unser liebes deutsches Reich. Allemands, réveillez-vous, haranguait Hitler. Et les Allemands se levèrent pour entrer dans les rangs serrés de la SA, de la SS et des jeunesses hitlériennes. Parade, un enthousiasme de masse. Sieg Heil, des défilés de torches en marche. La manière nationale-socialiste de ravissement des foules. Les nazis créèrent par ce moyen un ordre nouveau, dans le but de domination du monde. Le monde, quant à lui, préféra ne rien entendre. Peu d'informations filtrèrent à l'étranger concernant les premiers camps de concentration, bien que les opposants au nouveau régime y disparurent dès l'année 1933. Les nazis organisèrent dans toute l'Allemagne des autodafé. Les livres, les textes des meilleurs écrivains et savants allemands furent jetés dans les flammes des bûchers. Parce que les auteurs étaient libéraux, socialistes ou encore juifs. Les nazis les traitaient de renégats. Les nazis aspiraient à la conquête d'un espace vital, d'un territoire débarrassé des juifs et des slaves. N'achète pas chez les juifs, ne te fais pas soigner par un médecin juif, ne cherche pas un conseil auprès d'un avocat juif, ne travaille pas pour les juifs, n'emploie pas de juifs, n'entretiens pas de contact avec les juifs. Pour la sauvegarde de l'honneur et du sang allemand,
Le 15 septembre 1935, les édits décrétés à Nuremberg, les Juifs seront privés de tous leurs droits. À cette occasion fut entérinée la fin de toute existence légale pour les Juifs d'Allemagne. Chacun put le savoir. Les années 1936-37 furent les années des persécutions. 1938 fut celle de l'escalade. Isolement, humiliation, destruction. Tel était le modèle à suivre désormais, et dont l'apogée serait bientôt atteinte. Des synagogues à Munich, à Nuremberg et dans d'autres villes encore furent incendiées. Les 9 et 10 novembre 1938, pendant la nuit de cristal, des magasins, des logements appartenant à des Juifs furent systématiquement détruits et incendiés. Environ 20 000 Juifs furent déportés à l'issue de ces pogroms vers les prisons et les camps de concentration. Des centaines furent blessés ou tués. 7 500 commerces démolis et pillés. Le 13 mars 1938, Hitler envahit l'Autriche et l'incorpora au Reich. Il annexa ensuite les Sudètes. Les puissances occidentales approuvèrent. Ils abandonnèrent au profit de l'Allemagne nazie cette partie de la Tchécoslovaquie, au nom, c'est ainsi qu'elle fut appelée, d'une volonté d'apaisement. La joie de Hitler n'eut pas de limite. À peu près un an après l'annexion de l'Autriche, le 15 mars 1939, la Wehrmacht entrait dans Prague. Quel autre pays, désormais, devait subir le même sort ? La Pologne. De bonne heure, le 1er septembre 1939, les Allemands surprenaient l'armée polonaise, en attendant que leur allié secret, l'URSS, attaquât d'eux-mêmes. Le 17 septembre 1939, en effet, l'armée rouge frappa en Pologne, sur le flanc est. Elle accomplissait pour sa part la résolution décidée dans le pacte Molotov-Ribbentrop, dont une clause secrète prévoyait le partage de la Pologne entre les deux agresseurs. Les troupes soviétiques s'arrêtèrent sur une ligne délimitée par les rivières Buk et San. Le 27 septembre 1939, Varsovie capitulait. Quelques jours plus tard, Hitler put fêter sa victoire. Le Danemark, la Norvège, la Hollande, la Belgique, le Luxembourg, la France furent les victimes successives de l'agression nazie. La Yougoslavie et la Grèce furent soumises. L'Africa Corps du général Rommel combattait en Afrique pour soutenir militairement les forces engagées par Mussolini. Hitler rompit le pacte de non-agression qui le liait avec l'URSS et fondit sur elle le 22 juin 1941. Il n'avait pas prévu que cette agression pût constituer pour lui le début de sa propre déroute. La Wehrmacht, enivrée par les succès de la Blitzkrieg, en Europe, poursuivait sa route vers l'Est. Toutes les voies de ravitaillement des 200 divisions engagées sur le territoire de l'Union soviétique passaient par la Pologne occupée. Pour cette raison, les Allemands imposèrent en Pologne un contrôle total et exercèrent une politique de terreur dont l'intensité fut inouïe. Hitler avait projeté de dépeupler le territoire polonais pour y installer des colons allemands. L'Allemagne, entendue comme totalité organique, doit pour se développer se défaire des Polonais, des Russes, des Juifs et des Tziganes. Voilà ce qu'affirmait Otto Tirak, ministre de la Justice du Troisième Reich. Qui n'était pas abattu sur le champ, était déporté dans un camp de concentration. Le plus grand d'entre eux fut Auschwitz. Le 30 avril 1940, Rudolf Höss, ancien responsable du camp de Sachsenhausen, arriva à Auschwitz en compagnie de quelques autres SS. Il venait d'être nommé commandant en chef du futur camp d'Auschwitz. Le 14 juin 1940,
Un premier transport de déportés, comprenant 728 Polonais, qui avaient été incarcérés dans la prison de Tarnów, fit son entrée à l'intérieur du camp. Dans le convoi, des membres de la résistance, des prisonniers politiques, des représentants de l'intelligentsia polonaise, des artistes, des religieux, des juifs. En arrivant au camp, les détenus perdaient leur nom, immédiatement remplacés par un numéro. Ils n'étaient à partir de ce moment-là plus qu'un chiffre, perdu dans une liste d'un registre SS. Le vêtement rayé, la tête rasée, un numéro de matricule tatoué sur l'avant-bras gauche. Voilà à quoi ressemblait le détenu type, le Häftling. La Gestapo du camp procédait avec une rare précision à l'enregistrement des détenus. Ces documents sont aujourd'hui ce qui permet de retrouver la trace de chacun. Avant que les nazis n'engagent ce qui fut couramment nommé la solution finale de la question juive, les détenus du camp d'Auschwitz, des Polonais, des Tchèques, des Russes, des Autrichiens, des Yougoslaves, des Français, des Allemands, des Juifs, l'étaient en qualité de prisonniers politiques. L'effectif des numéros de matricule sur le registre du camp s'agrandissait constamment. Il fallait parquer de plus en plus de détenus sur la place d'appel. Les blocs étaient surpeuplés, à l'extrême. Un détenu n'était jamais seul. Le camp devait soudain être agrandi. Il fallait l'étendre aux zones environnantes au moyen d'une clôture en fil de fer barbelé électrifié. Auschwitz s'agrandit, se divisa en plusieurs camps, puis de la même façon en plusieurs sous-camps. Le camp d'Auschwitz ne fut pas un camp de concentration dans l'acception courante de ce terme. Il fut aussi une usine, un complexe industriel, dont le but de réaliser ce programme, l'annihilation des individus par le travail. Tant qu'un détenu disposait d'une force suffisante, il était mené au travail. Dans le cas contraire, on se débarrassait de lui. En 1940, jusqu'au début de l'année 1941, la plupart des Polonais habitant les zones attenantes au camp furent expulsés par la force. Le haut responsable de la police allemande, Heinrich Himmler, ordonna en mars 1941 la construction d'un second camp, Auschwitz de Birkenau, à une distance de 3 km du camp mère. Des milliers de détenus, parmi eux de nombreux prisonniers de guerre soviétiques, durent construire le gigantesque complexe concentrationnaire de Birkenau. À l'issue de l'hiver 1941-42, une poignée d'entre eux seulement restait encore en vie. Après Auschwitz et Birkenau, un troisième camp fut installé à Monowitz, auprès des filiales du consortium IG Farben Industrie. Il existait de plus dans la région voisine de Haute-Silésie, environ 40 sous-camps créés à proximité d'usines qui produisaient pour le front, le Führer et le Reich. Sous une contrainte violente, la mort sans cesse présente, ces esclaves d'un nouveau type travaillaient dans des usines d'armement qui appartenaient à leurs propres oppresseurs. Le Reichsführer SS Himmler procédait régulièrement à une inspection des camps et des tranches nouvelles de construction. L'institution SS vendait, à grand bénéfice, la main-d'œuvre de ses esclaves. Beaucoup de consortiums et d'usines telles que IG Farben, Union, Krupp, Siemens, Hermann Göring Werke, Portland Cement AG amassèrent aussi de cette façon des gains immenses. L'un des employés d'IG Farben nomma même l'association réalisée entre son usine et l'institution SS une amitié qui fructifia divinement. Malgré la somme d'efforts fournis, Himmler se trouva satisfait de lui-même et de ses subordonnés. Il confia alors au commandant du camp une nouvelle mission, inédite encore dans l'histoire. Le commandant du camp, Heuss, se souvenait dans ses mémoires de la recommandation de Heinrich Himmler. Le Führer a ordonné la réalisation du programme de solution finale de la question juive. Nous, SS, devons exécuter cet ordre. Les lieux d'extermination existant actuellement à l'Est ne sont pas suffisants pour répondre aux nécessités d'une action envisagée à grande échelle. C'est pourquoi j'ai choisi Auschwitz pour réaliser ce projet. C'était pendant l'été 1941.
Pendant la conférence qui se tint dans le quartier berlinois de Wannsee, le 20 janvier 1942, Reinhard Heydrich, avec l'aide des hauts fonctionnaires du Reich, de 5 ministères différents et de nombreux employés responsables de la SS, planifia l'organisation de l'extermination massive des Juifs. Selon le protocole de cette conférence, 11 millions de Juifs d'Europe devaient être exterminés, les Juifs anglais compris. Les Juifs furent enfermés dans des ghettos, une terreur de tous les instants, des conditions de vie inhumaines. Les SS s'efforcèrent de leur retirer toute dignité. Dès le début, sur les territoires occupés, de même que sur les territoires incorporés au Reich, les édits de Nuremberg furent imposés. L'action de guerre passée, les Juifs furent systématiquement enregistrés et soumis à l'obligation de résider dans des ghettos. Ils devaient porter l'étoile de David. Tout contact avec la société non juive leur était interdit. Quitter le ghetto, c'était risquer la mort, être pendu ou fusillé. Le même traitement était réservé à ceux qui, du côté arien, tentaient d'aider des Juifs ou qui leur témoignaient un signe de solidarité. Un citoyen polonais sur 10, un habitant de Varsovie sur 3 était juif. Les Allemands enfermèrent dans le seul ghetto de Varsovie 400 000 Juifs. Hans Frank, gouverneur général de la Pologne occupée, docteur en droit, éclairait ses aides de camp. Il s'agit d'en finir avec les Juifs. Les ghettos de Pologne, de Biélorussie, d'Ukraine, de Russie et de Lituanie étaient, comme se plaisaient à le dire les nazis, un chemin vers le ciel, mais c'était aussi un chemin qui passait par l'enfer. Dans les territoires de l'Est, les nazis exerçaient une terreur publique brutale et totalement dénuée de scrupules. Ils croyaient que ces territoires leur appartiendraient toujours. À l'Ouest, au contraire, ils s'efforçaient de conserver à leurs agissements quelque apparence de légalité. Le ghetto de Theresienstadt en Tchécoslovaquie constitue un exemple de ce type de mensonge patent adressé à l'opinion publique mondiale pour la tromper. L'humanisme allemand, le respect du droit et de l'ordre, tout cela fut magnifié et signifia pourtant pour la majorité des Juifs du ghetto de Theresienstadt la déportation à Auschwitz. Heinrich Himmler, un bureaucrate pédant et glacial. Ayant reçu l'ordre d'extermination du peuple juif, il s'efforça systématiquement de le suivre à la lettre. Le camp d'Auschwitz apparut à bien des égards comme le lieu propice à l'exécution de cet ordre, pour être, pour d'innombrables juifs, la fin du voyage. Le premier meurtre de masse par le gaz, selon les documents, eut lieu le 3 septembre 1941. 600 prisonniers de guerre soviétiques furent assassinés au moyen du gaz Zyklon B, de même que 250 malades, pour la plupart des Polonais, dans les sous-sols du bloc numéro 11. Heuss, le commandant du camp, écrivait: « Le gazage de ce transport me tranquillisa, bien qu'il fallut tout de suite après recommencer une liquidation massive de juifs. Au tout début, ni moi ni Eichmann n'avions la réponse à la question de quelle manière devait se réaliser un meurtre de masse. Nous avions trouvé le gaz, tout simplement, et aussi la façon de dissimuler le crime. C'est pourquoi les résolutions de la conférence de Wannsee ne devaient pas inquiéter le commandant Heuss outre mesure. Il possédait déjà une idée précise du plan d'extermination massive des Juifs, projeté à court terme. Le meurtre de masse par le gaz fut inauguré en 1941 à l'intérieur du camp mer d'Auschwitz I, dans un bâtiment qui, jusqu'en 1940, était utilisé comme crématoire. Les corps des détenus fusillés, pendus ou morts dans d'autres circonstances, étaient incinérés ici. La plus grande salle, la morgue, fut transformée en chambre à gaz provisoire. On perça 4 ouvertures, au plafond, par lesquelles le cyclone B devait être projeté. Ce ne fut que plus tard que furent installées de fausses douches. Les fours utilisés pour la crémation des corps furent construits par une entreprise familiale.
Wolf et fils, de la ville d'Erfurt. Elle installa aussi des fours à Birkenau et dans d'autres camps de concentration. Au début de l'année 1942, l'action Reinhardt était engagée. C'était le nom de code de la décision de l'extermination massive des Juifs à l'intérieur du gouvernement général. Elle incluait aussi l'appropriation des biens appartenant aux victimes. À cette même époque, de plus en plus de Juifs affluaient à Auschwitz, de toute l'Europe. Le rendement des chambres à gaz provisoires et des fours crématoires n'était plus suffisant. 2 nouvelles chambres à gaz furent créées dans 2 maisons dont les propriétaires polonais avaient été expulsés. Elles furent nommées Bunker 1 et Bunker 2, ou encore Maison Blanche et Maison Rouge. Les corps étaient incinérés dans des fosses, en plein air, dans une zone attenante au camp d'Auschwitz-Birkenau. Quatre grands crématoires furent construits à Birkenau à partir de l'hiver 1942 sur ordre de Himmler. Ils étaient pourvus de vestiaires et de chambres à gaz. En apparence, il s'agissait d'une installation de douche, d'un réseau de canalisation pour tromper les futures victimes. La majeure partie des Juifs déportés à Auschwitz fut conduite directement dans les chambres à gaz juste après la descente du train. Il faut accepter comme une certitude que, à Birkenau seul, au moins 1 million de Juifs furent assassinés. Qui a passé cette porte n'est jamais revenu. Adolf Eichmann organisa l'extermination massive en tant que chef du service des affaires juives et des déportations, comme responsable de l'Office général de la sécurité du Reich. C'était un expert dans ce domaine. De Juifs arrivaient d'abord à la gare de marchandises d'Auschwitz, sur ce qui est appelé l'ancienne rampe, dite juive. De là, les déportés étaient conduits à l'intérieur du camp. À partir de mai 1944, ils furent acheminés directement à Birkenau grâce à la construction d'une voie de raccordement. Le temps pressait. L'Europe ne s'était toujours pas libérée de ses Juifs et la Wehrmacht essuyait déjà de sensibles revers. L'écrivain polonais Tadeusz Borowski, ancien détenu du camp d'Auschwitz, décrivait ainsi l'arrivée d'un convoi de la mort. Le train roule lentement, la locomotive se met à siffler horriblement, à halter. Le train glisse le long de la gare. À travers les fenêtres grillagées, on voit des visages humains, pâles, défaits, visages ensommeillés, ébouriffés, des femmes terrifiées, des hommes qui, chose étrange ici, possèdent encore des cheveux. Ils passent et jettent des regards sur la gare, en silence. Soudain, l'intérieur des wagons commence à remuer et résonne à travers les cloisons en bois. De l'eau, de l'air. Les verrous grincent, en hurlant, les portes s'ouvrent. Le médecin du camp, Johann Paul Kremer, docteur en droit et en philosophie, professeur à l'université de Münster, écrivait le 2 septembre 1942 dans son journal « Pour la première fois, j'ai été à 3 heures du matin, présent dehors pour une action spéciale. En comparaison, l'enfer de Dante m'apparaît presque être une vraie comédie. Ce n'est pas gratuitement que le camp d'Auschwitz est appelé camp d'extermination.
3 jours plus tard, Kremer fut affecté à la sélection d'un transport en provenance des Pays-Bas. Voilà ce qu'il a noté. À titre de rétribution pour ceux qui participaient à ces actions, il était distribué un supplément spécial de nourriture, 20 centilitres de vodka, 5 cigarettes, 100 grammes de saucisses et du pain. Les volontaires ne manquaient pas. Le commandant Heuss écrivait au sujet du rôle des médecins sur la rampe. Les wagons étaient débarqués, les uns après les autres. Les Juifs, après avoir déposé leurs bagages sur le côté, devaient s'approcher un par un d'un médecin SS qui décidait de leur aptitude au travail en les regardant marcher dans ce long défilé. Ceux qui étaient jugés aptes au travail étaient conduits sur le champ en petits groupes vers le camp. Le taux moyen de personnes sélectionnées pour le travail atteignait environ 25-30%, compte tenu de la totalité des transports. Mais ce taux n'était pas respecté à chaque transport. Par exemple, lors du transport des Juifs de Grèce, seuls 15% d'entre eux furent jugés aptes. Étaient dissimulés par des douches et des tuyauteries d'eau, ce qui donnait complètement l'impression d'une installation sanitaire. D'abord les femmes et les enfants entraient, puis les hommes. La porte était rapidement verrouillée et les techniciens projetaient le zyklon B par des ouvertures réalisées au plafond. Immédiatement, un tiers des victimes mouraient. Les autres commençaient à se presser les uns contre les autres, à hurler et à chercher de l'air. Après quelques minutes, tous gisaient au sol. Le Sonderkommando arrachait alors des corps les dents en or et coupait les cheveux des femmes. De même, le temps de combustion dépendait du type de cadavre, mais en moyenne il suffisait de 20 minutes. Les cendres étaient emportées par des camions près de la Vistule et jetées dans l'eau. Il se pouvait qu'au moment de l'arrivée d'un nouveau transport, les chambres à gaz ne soient pas encore vidées et nettoyées. Pendant ce temps, les Juifs sélectionnés devaient attendre leur sort, non loin des installations de l'extermination. On leur disait « Les douches ne sont pas encore libres ». Par exemple, le poète Itzhak Katzenelson. René Blum, le frère de l'ancien Premier ministre français. La religieuse Edith Stein, de même que la mère et la sœur d'Elie Wiesel, furent assassinés dans les chambres à gaz d'Auschwitz-Birkenau. Leur nombre est difficile à estimer, car ils ont tout simplement disparu, corps et biens. Et les cendres de leurs corps ont été dispersées dans la plaine, jetées dans les étangs voisins, dans la Vistule, et en hiver semé sur les routes verglacées du camp. Après l'assassinat,
Il ne restait plus que les effets des victimes et des objets précieux. La SS s'enrichissait. Ses biens remplissaient la caisse de l'État allemand. Ils étaient désormais bel et bien la propriété du Reich. Les autorités décidaient leurs futures victimes à entreprendre ce dernier voyage en leur faisant miroiter une nouvelle installation dans les territoires de l'Est. C'est pourquoi ils prenaient avec eux de l'outillage, des instruments et des objets de valeur. Tout était stocké dans les baraques du secteur appelé Canada. Le Canada, c'était la définition pour le camp de la richesse et de l'abondance. Des centaines de détenus étaient employés nuit et jour au tri, à l'empaquetage et à l'envoi des biens volés aux Juifs. Les vêtements, les chaussures, les montres, les lunettes étaient distribués à la population du Reich ou offerts aux soldats sur le front. L'or et les effets restants devenaient la propriété de la SS. Tout était utile, les cendres des corps incinérés compris, utilisés comme engrais. À la libération du camp, on découvrit quelques baraques remplies d'objets extorqués. Ce que nous pouvons voir aujourd'hui au musée d'Auschwitz provient pour une grande part de ces baraques. Le musée fut créé par décision du gouvernement polonais en 1947 pour être un lieu de mémoire. Il s'étend sur l'ensemble des secteurs qui constituaient le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau et comprend en même temps tous ses vestiges. Voilà à quoi ressemble le musée aujourd'hui. Ce qui reste d'elle, des cheveux magnifiques, coiffés un jour soigneusement avec des tresses. Ils ont été coupés à une fin utilitaire. Les Juifs jugés aptes au travail par les médecins SS étaient conduits à l'intérieur du camp pour y être annihilés par le travail. Les Juifs et les non-Juifs étaient conduits au camp où ils recevaient un vêtement rayé et un triangle de couleur déterminée et où on leur tatouait sur l'avant-bras gauche leur numéro de matricule. Et ils végétaient dans les baraques, dans cette ville de baraques. Environ 400 000 détenus furent enregistrés par la Gestapo du camp et reçurent un numéro.
la masse grise d'une foule immense, à l'intérieur des baraques surpeuplées, les détenus étaient contraints par des avertissements cyniques. Dans le bloc, enlève ton calot. Le pouls, c'est la mort. Les détenus avaient de nombreux ennemis. La faim, la soif, le froid, la pluie, la neige, les maladies, les épidémies, mais par-dessus tout, les SS. Les SS créèrent dans le camp un système élaboré de tourments et d'humiliation. Il n'était par exemple possible de se rendre aux toilettes que pendant quelques heures fixées dans la journée. Adolf Hitler, le Führer de la nation allemande, appelait les Juifs et les Tziganes leur rebut de l'humanité. Sur décision de l'Office général de la sécurité du Reich, il fut décidé le 29 janvier 1943 d'arrêter pour raison raciale tous les Tziganes à l'intérieur des frontières de l'Allemagne et sur les territoires occupés. Le 26 février 1943, le premier transport de Tziganes fut acheminé de l'intérieur du Troisième Reich jusqu'à Birkenau. Ils furent installés dans le secteur du camp B2E, appelé camp des Tziganes. Les principaux registres du camp réservé aux Tziganes contiennent près de 21 000 noms. La plupart d'entre eux moururent de faim, de froid et de maladie. Le 2 août 1944, le camp des Tziganes était liquidé. 2897 Tziganes, hommes, femmes et enfants, furent asphyxiés dans les chambres à gaz de Birkenau. Les peines réglementaires, c'est-à-dire les appels punitifs, le fouet, le bunker, le travail au pas de course, s'avérèrent pour les SS insuffisantes. En conséquence, en août 1940, fut créée la compagnie disciplinaire. Au début, y étaient affectés les religieux et les juifs. Plus tard aussi ceux qui avaient tenté de s'enfuir ou les membres de la résistance du camp. Ils étaient incorporés dans les pires commandos de travail. Au travail de la terre, à l'amélioration des installations, à l'assèchement des étangs ou au transport des cailloux. Ils travaillaient toujours sous la surveillance d'un prisonnier de droit commun, un criminel qui, pour la moindre peccadille, les maltraitait brutalement. L'affectation à la compagnie disciplinaire signifiait la mort. Le 19 juin 1942, environ 50 Polonais de la compagnie disciplinaire entreprirent désespérément de prendre la fuite à partir de leur lieu de travail. 9 d'entre eux réussirent à s'évader. Les autres furent repris par les Allemands et assassinés bestialement. L'histoire du bloc 25, situé dans le camp réservé aux femmes de Birkenau, est particulièrement cruelle. Les femmes jugées malades et inaptes au travail attendaient là sans boire et sans manger pendant des jours entiers leur départ pour le gaz. Le bloc 25 était appelé l'antichambre de la mort.
Le bloc numéro 11, situé à l'intérieur du camp mère, restera dans l'histoire du camp d'Auschwitz comme le bloc de la mort. C'était un bloc de détention dans lequel étaient exécutées les sentences de mort décidées par la Gestapo du camp. Régulièrement se tenaient des séances du tribunal sommaire où siégeaient des représentants de la Gestapo de Katowice dans le but de condamner des Polonais de Haute-Silésie transférés à Auschwitz. Leur forfait, des activités politiques illégales contre l'occupant, la possession d'une radio, des activités de propagande. Le jugement, après quelques minutes d'une parodie de procès, pendant lequel l'accusé était torturé, se terminait généralement par ces mots. Au nom de la nation allemande, la mort. Les condamnés étaient fusillés dans une cour située entre les blocs 10 et 11. Ils étaient même quelquefois tués immédiatement dans un cabinet de toilette où tous devaient se déshabiller avant d'être fusillés dans la cour. Quelques pas sur la droite, devant le mur noir. L'ordre de tir. Un coup tiré dans la nuque. Environ 140 000 Polonais furent déportés à Auschwitz. Plus de la moitié fut assassinée. L'un des nombreux tourments imaginés contre les détenus était l'appel quotidien. Parfois, les détenus devaient assister pendant cet appel, face à la potence du camp, à la pendaison de l'un de leurs camarades d'infortune. Dans le cas d'une évasion du camp, les SS ordonnaient un appel punitif. Peu vêtus, parfois nu-pieds, ils pouvaient attendre jusqu'à 20 heures d'affilée, quel que soit le temps. Fin juillet 1941, par mesure de rétorsion contre une évasion, le chef du camp condamna 15 détenus à la mort par la faim dans le bloc numéro 11. Pendant la sélection des condamnés, le prêtre polonais, le père Maximilian Kolbe, réussit à convaincre un SS d'être mis à mort à la place d'un père de famille préalablement choisi. La mémoire de cette victime, de ce témoignage de la grandeur humaine face à la plus grande des barbaries, restera toujours vivante. Il y eut aussi bien sûr d'autres marques de solidarité, d'aide et de bienveillance entre les détenus. Pendant son pèlerinage à Auschwitz en 1979, Jean-Paul II avait certainement à l'esprit l'ensemble de tous ces détenus qui, sans distinction de religion, d'origine, de conviction, s'entraidèrent ici. 3 ans plus tard, il canonisa Maximilian Kolbe de manière à proclamer l'intangibilité de la dignité humaine face à la mort. Cette dignité se fait entendre dans les lettres d'adieu, écrites quelques heures avant la mort. Je quitte ce monde le 30 juin par la cheminée du crématoire comme un criminel. 58 d'entre nous et 10 femmes vont prendre le même chemin avec la pleine conscience de leur innocence. Dis à Lolunia que son père n'est plus, que Dieu vous garde. Ma petite femme chérie, le 31 octobre, ils vont assassiner un innocent. Ne m'oublie pas, ma petite femme, et élève notre petite fille chérie sur la voie du bien et dans l'amour de Dieu. L'hôpital réservé aux détenus était un lieu pour les mourants et pour ceux que les nazis destinaient à la mort. Les détenus l'appelaient l'antichambre du crématoire. Les médecins et les infirmiers SS assassinaient ici les détenus sélectionnés, les malades, les faibles, au moyen d'une injection de phénol dans la région du cœur. De cette manière, ils en tuèrent des milliers. Les médecins SS tuaient. Ils pratiquaient aussi sur les détenus des expérimentations médicales criminelles. Le docteur en médecine Joseph Mengele conduisit des soi-disant recherches sur des jumeaux juifs et tziganes, ainsi que sur des personnes souffrant de malformations. À la fin de chaque expérience, il ordonnait la mort du matériau humain, ou la donnait lui-même. Le docteur et professeur Karl Klauberg expérimenta à l'intérieur du bloc numéro 10 des méthodes de stérilisation massive, soutenu en cela par Himmler, qui s'intéressait personnellement à cette question de la stérilisation sur une grande échelle en rapport avec la possibilité d'une extermination biologique de nations entières. Les cobayes humains de Klauberg étaient pour la plupart des femmes juives. Il ne faut pas oublier qu'il exista aussi dans le camp un mouvement de résistance, de même que des actions d'aide réciproque et de solidarité entre les détenus. Witold Pilecki,
Officier de l'armée polonaise de l'intérieur, fut l'un des fondateurs de l'organisation de résistance à l'intérieur du camp. Ses activités étaient aussi conduites par des détenus communistes, socialistes, sociodémocrates. Quelques noms. Ernst Burger, Hermann Langbein, Karl Lill, Bernard Schwertschena, Józef Sirankiewicz, Stanisław Kłodzinski, Jerzy Tabo-Wesołowski. Les détenus ne tentaient pas uniquement de s'enfuir pour sauver leur vie, mais aussi pour transmettre au monde ce qui se passait à Auschwitz. Le Polonais Jerzy Tabo-Wesołowski et les Juifs slovaques Rudolf Rosenberg-Wrba et Alfred Wetzler s'enfuirent avec cette intention. Leur témoignage sur le meurtre de masse à Auschwitz fut présenté aux Alliés et publié en 1944 à Washington. L'opinion publique ne put pas croire ce qu'elle avait appris. Les habitants polonais de la ville d'Auschwitz et des villages environnants savaient précisément ce qui se déroulait dans le camp. Rudolf Höss décrivait en 1940 la population locale comme étant fanatiquement polonaise et prête à chaque instant à apporter une aide aux détenus. Effectivement, la population locale polonaise apporta une aide substantielle à la résistance. En passant clandestinement des documents de l'intérieur du camp, en transmettant des informations importantes, des listes numérotées de détenus assassinés, des listes de noms de fonctionnaires SS. 3 photographies bouleversantes, prises en 1944 par des détenus du Sonderkommando et sorties du camp par des Polonais, illustrent le fonctionnement de l'extermination de masse. Les membres de la résistance essayaient d'apporter à l'intérieur du camp des médicaments et de la nourriture. Les lettres et les rapports clandestins réconfortaient les détenus. À cette communauté de ceux qui risquèrent leur vie et la vie de leur famille pour apporter une aide aux détenus appartiennent entre autres Janina Kajtor, la famille Dushikov, Anna Zdrowakova, Maria Bobrzecka, Maria Stromberger, sœur autrichienne à l'hôpital SS, fut elle aussi un membre du mouvement de résistance du camp. À partir de 1941 déjà, le gouvernement polonais en exil à Londres s'efforça d'établir des rapports sur la situation dans le camp afin d'avertir l'opinion publique mondiale, non seulement sur le génocide d'Auschwitz, mais aussi sur la réalité des autres camps de concentration et de détention hitlériens. Pendant le bombardement de l'entreprise IG Farben en septembre 1944, les Alliés prirent cette photo aérienne. L'interprétation qu'en ont faite les historiens ces dernières années démontre clairement et précisément la réalisation ici de l'extermination de masse. Stefan Jasienski, alias Urban, officier de l'unité d'élite des services spéciaux polonais en Angleterre, était l'agent de liaison de l'armée polonaise clandestine en relation avec le mouvement de résistance du camp. Il fut incarcéré le 29 septembre 1944 à l'intérieur du camp d'Auschwitz.
Le plus vraisemblable est qu'il fut assassiné avant la libération du camp dans les sous-sols du bloc numéro 11. La croyance en la dignité de l'homme et l'espoir en la justice, pour le moins en la justice de l'histoire, sont immenses. Riches de cette conscience, sous la menace constante de la mort, les membres du Sonderkommando prirent des notes qu'ils dissimulèrent autour du crématoire. Le monde doit savoir ce qui s'est passé ici. Il fut retrouvé 5 manuscrits qui décrivent la souffrance du peuple juif sous l'occupation allemande, mais aussi le destin de ces membres du Sonderkommando obligés par les SS de brûler les corps des victimes des chambres à gaz. Ils préparèrent une révolte qui éclata le 7 octobre 1944. Ils incendièrent le crématoire 4. La révolte échoua. Les SS tuèrent 450 membres du Sonderkommando. Jankel Handelsmann, l'un des organisateurs de la révolte, mourut. Rosa Robota, et avec elle 3 co-détenues juives, furent pendues publiquement le 6 janvier 1945. Elles avaient rapporté pendant la révolte des matériaux explosifs de l'usine Union. Ils moururent, mais ils combattirent aussi. Le 17 janvier 1945 fut entamée la dernière étape de l'évacuation d'Auschwitz et de tous ses sous-camps. Des colonnes entières de détenus furent lancées sur les routes en direction de l'ouest dans la marche de la mort. Au moment de la prise du pouvoir, Hitler disait triomphalement « Ce qui dans les faits advint réellement, l'anéantissement de pays entiers et la mort de millions d'hommes, femmes et enfants. » Le 27 janvier 1945, les unités de l'armée rouge libéraient le camp d'Auschwitz. Il restait 7000 détenus, principalement des malades. Le chiffre exact des Juifs, des Polonais, des Tziganes, des Russes assassinés à Auschwitz ne peut être établi qu'approximativement. L'étendue du génocide est cependant si gigantesque qu'il n'est pas possible de le saisir même avec la connaissance du chiffre exact. Pour chaque homme assassiné à Auschwitz, le monde a perdu une grande valeur qu'aucune mesure ne pourra remplacer. Ce film est dédié à la mémoire de chacune de ses victimes.
jetés dans les flammes des bûchers. Parce que les auteurs étaient libéraux, socialistes ou encore juifs. Les nazis les traitaient de renégats. Les nazis aspiraient à la conquête d'un espace vital, d'un territoire débarrassé des juifs et des slaves. N'achète pas chez les juifs, ne te fais pas soigner par un médecin juif, ne cherche pas un conseil auprès d'un avocat juif, ne travaille pas pour les juifs, n'emploie pas de juifs, n'entretiens pas de contact avec les juifs. Pour la sauvegarde de l'honneur et du sang allemand, le 15 septembre 1935, les édits décrétés à Nuremberg, les Juifs seront privés de tous leurs droits. À cette occasion fut entérinée la fin de toute existence légale pour les Juifs d'Allemagne, chacun put le savoir. Les années 1936-37 furent les années des persécutions. 1938 fut celle de l'escalade. Isolement, humiliation, destruction, tel était le modèle à suivre désormais, et dont l'apogée serait bientôt atteinte. Des synagogues à Munich, à Nuremberg et dans d'autres villes encore furent incendiées. Les 9 et 10 novembre 1938, pendant la nuit de cristal, des magasins, des logements appartenant à des juifs furent systématiquement détruits et incendiés. Environ 20 000 juifs furent déportés à l'issue de ces pogroms vers les prisons et les camps de concentration. Des centaines furent blessés ou tués. 7 500 commerces démolis et pillés. Hitz périt dans les chambres à gaz. Les autres moururent dans les blocs de détention ou dans d'autres lieux encore. Ils étaient fusillés, tués au moyen d'une injection mortelle, condamnés à mourir de faim, enfermés ou torturés à mort. La mort, à Auschwitz, prit bien des aspects. Als es uns gelang, dem deutschen Volk eine neue Idee zu geben und dieses Volk in diese Idee... Nous avons donné à la nation allemande une nouvelle raison d'être, déclara Hitler au moment de son accession au pouvoir en 1933. Cette raison d'être se résumait à l'assujettissement et à la destruction des autres nations. Cela en accord avec le programme développé par le Führer dans son livre Mein Kampf. Ehrliches deutsches Volk und unser liebes deutsches Reich. Allemands, réveillez-vous, haranguait Hitler. Et les Allemands se levèrent pour entrer dans les rangs serrés de la SA, de la SS et des jeunesses hitlériennes. Parade, un enthousiasme de masse. Sieg Heil, des défilés de torches en marche. La manière nationale-socialiste de ravissement des foules. Les nazis créèrent par ce moyen un ordre nouveau, dans le but de domination du monde. Le monde, quant à lui, préféra ne rien entendre. Peu d'informations filtrèrent à l'étranger concernant les premiers camps de concentration, bien que les opposants au nouveau régime y disparurent dès l'année 1933. Les nazis organisèrent dans toute l'Allemagne des autodafés. Les livres, les textes des meilleurs écrivains et savants allemands
Le camp de concentration d'Auschwitz fut créé au début de la Seconde Guerre mondiale en 1940. Il fonctionna jusqu'en 1945 et fut le plus grand de tous les camps d'extermination nazis. Les premiers détenus d'Auschwitz furent polonais. À partir de 1941, le camp accueillit des ressortissants des différents pays occupés par l'Allemagne nazie. Une année plus tard, le camp de concentration d'Auschwitz fut transformé en un centre d'extermination destiné aux Juifs d'Europe. Arbeit macht frei, le travail rend libre, une devise cynique et intolérable pour les détenus. Dans le camp d'Auschwitz-Birkenau, le travail ne rendit libre personne. Les détenus n'étaient en vérité libérés qu'après leur mort. La majorité des personnes assassinées à Auschwitz. Le 13 mars 1938, Hitler envahit l'Autriche et l'incorpora au Reich. Il annexa ensuite les Sudètes. Les puissances occidentales approuvèrent. Ils abandonnèrent au profit de l'Allemagne nazie cette partie de la Tchécoslovaquie, au nom, c'est ainsi qu'elle fut appelée, d'une volonté d'apaisement. La joie de Hitler n'eut pas de limite. À peu près un an après l'annexion de l'Autriche, le 15 mars 1939, la Wehrmacht entrait dans Prague. Quel autre pays désormais devait subir le même sort? La Pologne. De bonne heure, le 1er septembre 1939, les Allemands surprenaient l'armée polonaise, en attendant que leur allié secret, l'URSS, attaquât d'eux-mêmes. Le 17 septembre 1939, en effet, l'armée rouge frappa en Pologne, sur le flanc est. Elle accomplissait pour sa part la résolution décidée dans le pacte Molotov-Ribbentrop, dont une clause secrète prévoyait le partage de la Pologne entre les deux agresseurs. Les troupes soviétiques s'arrêtèrent sur une ligne délimitée par les rivières Buk et San. Le 27 septembre 1939, Varsovie capitulait. Quelques jours plus tard, Hitler put fêter sa victoire.